Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Un plaisir de vous retrouver avec ma team du mercredi. Ariane Da Silva et Jennifer Sativi sont déjà en place et quand elles sont là, on parle essentiellement entrepreneuriat, économie et art déco. On installe donc ma première rubrique. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca. Un plaisir de vous retrouver par ici. On va dire que c'est la première fois qu'on se retrouve, nous deux, dans ce décor pour le compte de la nouvelle saison du RDV. Il faut une nouvelle fois pour toutes choses. Donc, ça fait plaisir de vous retrouver également. J'espère que vous allez vraiment bien. Vous le remarquez sans doute. Oui. Après un congé bien mérité. Je sais que vous avez repris depuis. J'en avais besoin. Ah bon? Et vous étiez où déjà? À Hawaï. Demandez à Yasmine Damata, elle est au courant. Ah bon? Est-ce qu'on peut voir le billet aller-retour? Tout à l'heure dans la coulisses. D'accord. Alors, pour le compte de cette nouvelle saison du RDVM, on vous retrouve dans la peau de l'entrepreneur et de l'économiste. Des numéros se sont d'ailleurs déjà succédés. Aujourd'hui, au lieu de recevoir un entrepreneur comme on en a l'habitude par ici, on reçoit plutôt un expert en finance pour parler de la gestion des finances en entreprise. On va faire du coaching. Parce que il le faut parfois pour les entrepreneurs. Voilà, pour les entrepreneurs, le tout ne suffit pas de faire défiler des entrepreneurs par ici sans forcément parfois amener des gens à leur donner des idées, des conseils par rapport à un certain nombre de choses dans leurs entreprises. Et vous avez commencé par le dit, c'est éco, c'est entrepreneur. Et bizarrement, les deux sont liés. Quand on fait le point, les deux sont... On ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de l'économie. Parce que c'est justement l'économie qui nous amène, qui nous conduit vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des finances au sein de son entreprise. Et ce sera avec Augustin Dossou Quinto-Konou. Vous êtes expert. Quinto-Konou ou bien Quinto-Konou. Donc, c'est toi qui as la meilleure... Oui, quand même. C'est arrivé là-bas. Ah oui, Alors, il est expert en finance, spécialement en finance rurale et agricole, mais il coach également les entreprises. Alors, bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour mesdames. Bonjour. Le plaisir partagé. Alors, déjà, Rebecca, on va commencer par revisiter. Quand on parle d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Alors, merci Madame Da Silva, merci Madame Rebecca. D'abord, permettez-moi de dire bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Quand on parle d'une entreprise, il faut d'abord noter qu'une entreprise, c'est une entité économique dotée d'un statut juridique qui a pour mission de produire des biens et ou des services pour répondre aux besoins d'un marché. Alors, pour aborder le sujet du jour, aujourd'hui Rebecca, quand tu fais un peu le tour, on rencontre des entrepreneurs qui se plaignent. Moi j'ai une entreprise que je gère depuis tel nombre d'années, mais je remarque que côté finance, on a l'impression que je travaille pour rien parce que je n'arrive pas par exemple à me dégager un salaire, à dégager les salaires de mes collaborateurs, de faire des économies et tout. On a l'impression que c'est un fourre-tout. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec ce constat? Oui, c'est un constat général. La plupart des entrepreneurs, leur véritable problème, c'est sur ce côté de la finance. D'abord, il faut reconnaître que la finance, d'abord, c'est le cœur de l'entreprise. C'est l'une des fonctions de l'entreprise qui, d'ailleurs, alimente toutes les autres fonctions. Donc, qui parle d'entreprise parle de l'argent. Donc c'est vraiment important. Donc le véritable problème qu'on rencontre est que pour diverses raisons, plusieurs entreprises trouvent que la finance c'est déjà trop compliqué, c'est pas leur chose. Et puis ils se disent bon, on reporte tout après. Donc c'est là le véritable problème parce que vous ne pouvez pas vivre votre entreprise sans vous assurer que votre entreprise est solvable et peut répondre à ces différents engagements et aussi vous assurer que les ressources nécessaires qu'il faut pour se développer, ces ressources sont présentes. Moi, j'ai rencontré un jour un entrepreneur qui me disait, c'est d'ailleurs une dame, qui me disait qu'elle, par exemple, elle a une boutique, elle est dans le domaine de la mode, elle dit que quand, par exemple, elle vend un de ses vêtements, de ce qu'elle crée, que tout de suite, l'argent est utilisé pour peut-être en rentrant le soir, acheter un petit truc pour les enfants ou pour la maison et tout. Donc, du coup, au finish, elle fait le point, elle se rend compte que
elle n'a vraiment pas de fonds pour l'entreprise parce que tout ce qu'elle gagne, c'est là-bas, c'est la maison, c'est pour des petits besoins. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? C'est ça, en fait, c'est un vrai constat. C'est ce qu'on constate le plus parce que une fois que l'entreprise est créée et que c'est créé, c'est individuel, on se dit que c'est mon patrimoine, c'est ma chose, je peux me permettre de gérer comme je veux. Et c'est un véritable piège. Souvent, on confond la caisse de l'entreprise à la poche personnelle de l'entrepreneur ou on confond ça aux ressources de la famille. Et dans la même entreprise, on ne fait aucun point et on confond le chiffre d'affaires aux bénéfices de l'entreprise. Donc, tous les besoins, on satisfait ces besoins-là à partir des ressources qui sont là. Et c'est normal qu'au fil du temps, que l'entreprise puisse couler à la faillite. Oui, vas-y. Je vais abonder dans le même sens en même temps. Tu parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur, de cette dame-là, l'exemple de cette dame-là qui n'arrive pas à bien gérer ses finances. Mais est-ce que c'est pas lié aussi au type d'activité? Je veux dire, quand par exemple vous avez une alimentation générale, une structure d'alimentation générale, chaque soir avant de rentrer, vous faites les provisions en même temps dans le compte sans payer. Est-ce que c'est pas lié au type d'activité? Est-ce que c'est pas en ce moment-là qu'on se dit je vais prendre rapidement? Non, quand même, je peux gérer après. Est-ce que c'est pas lié au type d'activité quand même? Bon, c'est pas lié plutôt au type d'activité, mais c'est plutôt lié au profil de l'entrepreneur. Parce que quand j'ai une entreprise, l'exemple que vous donnez, j'ai une entreprise d'alimentation par exemple, je dois pouvoir savoir que si je devais rentrer pour mes propres besoins et que je prends un bien dans mon alimentation, je dois pouvoir le payer automatiquement. Donc j'ai une rémunération, je me donne une rémunération et cette rémunération qui me permet de répondre à mes besoins personnels. Je n'ai pas à aller toucher au bien que je vends en le prenant juste pour mes propres besoins. Là, mais dans ce cas, quel est le profil ou quel devrait être le profil de l'entrepreneur? Ok. Le profil je dirais le profil idéal de l'entrepreneur. D'abord, l'entrepreneur doit pouvoir savoir précisément quel est son objectif. D'accord? Quel est l'objectif de son entreprise? Et d'abord savoir que son entreprise est une entité à part, en dehors de sa propre personne ou de sa famille. Et également, se faire former. Parce qu'il y a le coaching aussi qui manque à certains entrepreneurs, qui fait que tout ce que vous venez de citer, c'est pas méconnaissance de certaines choses, c'est lié aussi à la posture entrepreneuriale. Bon, ok, je fais une activité, je me dis, bon, ça me permet juste de survivre et donc de prendre ça en considération comme si c'est une entité bien à part, bien à dissocier de la famille ou de la personne même. Et cela m'amène, et Ariane, tu permets, cela m'amène à vous demander à quel moment on devient donc entrepreneur? À quel moment? Ok, on devient entrepreneur à partir du moment où on a une idée, on commence par mettre en œuvre cette idée. Vous avez une idée de projet. L'idée, c'est, vous avez identifié un besoin dans la société. À ce besoin, vous voulez apporter une solution. Vous avez l'idée. À partir du moment où vous démarrez, vous commencez par mettre en œuvre cette idée. À partir de ce moment, on peut dire que vous devenez un entrepreneur. D'accord. Et non, l'autre chose également, pour créer mon entreprise, est-ce que parfois, c'est vrai, j'ai le projet, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille chercher des financements? Parce que parfois aussi, c'est peut-être parce qu'on se dit, bon, c'est mon truc, je vais essayer de chercher à gauche et à droite, je mets dedans, bon, c'est pour moi, je peux bouffer comme je veux, je peux prendre dedans comme je veux et tout. Mais par contre, quand je vais vers une banque ou une structure, franchement, qui a un engagement, me financer et qui a un engagement, peut-être que je me prends plus au sérieux avant de toucher les fonds de l'entreprise. Oui, je me prends au sérieux à partir du moment où je me dis que j'ai une relation avec une institution financière où je vais aller chercher financement. Mais il faut comprendre que quand on parle de financement, beaucoup pensent que bon, c'est le crédit, seul le crédit bancaire, seul qui est le financement. Mais à partir du moment où vous prenez même vos propres ressources que vous avez trouvées par d'autres moyens, ou bien que c'est une famille qui vous emprunte de l'argent, vous devez savoir que c'est un financement et qu'il faut prendre au sérieux. Donc, que l'on soit en face d'une institution
de financière ou que ce soit des moyens qui ont été sur fonds propres, on doit pouvoir le prendre au sérieux. Ça, c'est important. Et il paraît qu'il y a une autre difficulté que rencontrent les entrepreneurs, c'est que quand on veut recruter des gens, qu'il ne faut jamais recruter dans sa famille, parce que ça aussi, ça conduit parfois à la faillite. Parce que quand vous recrutez par exemple quelqu'un de votre famille et que la personne déconne, vous n'êtes peut-être pas en mesure de taper du poing sur la table et de dire non, c'est pas normal ce que tu fais et tout. Bon, vous essayez de voir dedans comme on dit, quoi. Oui, c'est l'enfant de 6, c'est la famille et tout. Vous êtes d'accord avec cette manière de penser? Non, je dirais plutôt qu'il faut relativiser. Parce que, vous savez, il y a des entreprises familiales. Et quand on dit il y a des entreprises familiales, c'est une entreprise qui a été constituée de famille et puis c'est les membres de la famille qui sont recrutés pour travailler dans cette entreprise. La vraie question, c'est de savoir ceux-là que vous recrutez, est-ce qu'ils sont compétents pour le poste auquel vous les recrutez? Est-ce qu'ils sont qualifiés? Est-ce qu'ils sont formés? Donc, c'est là le véritable problème. Sur quelle base vous l'avez recruté? Bien, vous n'allez pas dire que vous avez aujourd'hui une entreprise et que vous avez un frère qui est compétent, qualifié et qui vient postuler au même titre que les autres et que lors de l'entretien vous estimez qu'il est bien qualifié, bien compétent, c'est pas parce qu'il est votre famille que vous n'allez pas le recruter. Vous voyez, donc la question c'est lié surtout à la qualification et à la moralité de la personne que vous recrutez. Il y a aussi la méfiance qui règne parfois. Ah oui. Oui, c'est pourquoi je parle plutôt de la moralité. Donc la méfiance, c'est normal. Donc c'est tout un ensemble. Mais dans le cas où c'est par exemple l'époux et l'épouse. Voilà. Ouais. Si c'est l'époux qui tient la comptabilité et que tous les soirs vous lui faites confiance, vous vous dites que bon, quand même, il sait très bien ce dans quoi nous sommes, embarqués. Et puis du jour au lendemain, vous remarquez qu'il manque énormément de sous. Vous faites comment? D'abord, il faut clarifier les choses. Époux et épouse. Déjà, dès la base, il faut clarifier. Vous avez votre épouse que vous recrutez dans votre entreprise, on ne va pas refuser. Il y a pas mal d'entreprises au Bénin qui sont constituées d'épouses et épouses. Mais il faut se fixer les limites, les bases sont claires. Si votre épouse travaille pour vous en tant que comptable, c'est qu'elle est rémunérée, elle est payée pour ça. Elle est recrutée comme tous les autres salariés. Parlons plutôt du cas des hommes parce que généralement les femmes sont assez... plus exigeantes. Oui, plus exigeantes, je suis d'accord. Donc, vous savez, gérer une entreprise, c'est contrôler. Donc, vous n'avez pas à dire, bon, parce que c'est mon épouse ou bien c'est mon époux qui a la comptabilité, les normes qu'il faut respecter, le contrôle, le suivi qu'il faut faire au quotidien, vous ne le faites pas. Et que même si ce n'est pas votre épouse et que vous recrutez quelqu'un et que le contrôle n'est pas régulier, c'est normal que vos ressources soient dispersées. Le contrôle devrait se faire combien de fois ou selon quelle durée? Je dirais que le contrôle est quotidien. D'accord. Le quotidien doit se faire. Vous faites les comptes. Même s'il faut le faire plusieurs fois dans la journée, au besoin, il faut le faire. Le contrôle, à chaque fois que vous sentez le besoin, d'abord le contrôle c'est au quotidien, et à tout moment où vous sentez le besoin de contrôle dans votre entreprise, vous devez le contrôler. Vous voyez? Parce que vous suivez la gestion de votre entreprise, vous avez des données, des informations économiques et financières de votre entreprise, vous les analysez. Et à partir de ces analyses, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez contrôler, au-delà du contrôle régulier qu'il faut faire dans l'entreprise. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Pas du tout. Exactement. Mais parlons toujours de ce contrôle-là. Est-ce que le comptable devrait être celui en charge d'aller faire les versements des comptes au niveau de la banque? Ça dépend du niveau de maturité de l'entreprise. Okay. Vous avez des entreprises qui sont structurées de grandes entreprises dont les rôles sont carrément séparés. Vous avez des entreprises réduites et que vous avez la même personne qui peut assurer la fonction de comptable et en même temps la fonction de caissier. Donc ça dépend de la maturité de l'entreprise en fait. Moi j'aimerais maintenant qu'on fasse un peu de mathématiques. Alors je suis une entreprise, peut-être que j'ai commencé ça fait 3-4 ans. Mon chiffre d'affaires, je ne sais pas dans quel domaine peut-être, je ne sais pas, restauration ou je sais pas. Numérique, d'accord. Et mon chiffre d'affaires par mois peut-être, je ne sais pas, c'est 1 million 200. Alors si par exemple j'ai 2 employés,
Si je dois me dégager un salaire et dégager 2 salaires pour mes 2 employés, comment est-ce que je peux faire ce calcul-là? En fait, quelle est la marge que je peux m'attribuer à moi-même comme salaire? La marge que vous pouvez vous attribuer comme salaire, en fait, le salaire, d'abord, c'est pas lié, moi je dirais c'est pas lié à la marge, parce que avant de déterminer la marge, vous avez déjà inclus votre salaire et le salaire de vos entrepreneurs, vos employés du moins, pour déterminer la marge. Donc, le salaire est attribué selon la qualification de l'employé qui a été recruté. Maintenant, avant toute activité, il faut analyser l'activité et voir la viabilité économique de l'activité. Voir la viabilité économique de l'activité voudra dire qu'il faut faire des projections en termes de chiffre d'affaires et en termes de charges, toutes les charges qui vont avec. Et maintenant voir est-ce que l'activité est rentable ou pas. Mais si l'activité n'est pas rentable, ce n'est pas encore une fatalité. Maintenant, c'est de voir à quel niveau il faut agir. Voir les déterminants de la rentabilité de l'activité, savoir sur quel levier il faut agir. C'est là maintenant vous vous dites, ok, voilà, pour le moment je suis au début, moi-même entrepreneur, mon salaire peut-être c'est mon salaire qui est énorme dans les coûts. Est-ce qu'il ne faudrait pas que, au lieu de prendre quelqu'un qui a bac plus 5, est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne pour le moment, pour un début, bac plus 2, pour pouvoir le rémunérer moins cher que si quelqu'un de bac plus 5 était là. Et moi-même, est-ce qu'il ne faut pas réduire mon salaire un peu pour pouvoir améliorer ma rentabilité au début? En fait, tout au moins, assurer les charges que mon activité engrange d'abord, le temps de pouvoir se développer progressivement. Donc je pense que c'est comme ça, il faut voir les choses. Alors, à partir de cet exemple maintenant, je vais vous demander de donner quelques conseils aux entrepreneurs qui nous suivent. Comment je fais pour mieux gérer mes finances au sein de mon entreprise, que je sois petite, moyenne ou grande entreprise? Pour bien gérer mes finances dans mon entreprise, le point de départ, c'est la tenue régulière de la comptabilité. D'abord, le minimum, c'est d'enregistrer les transactions, les recettes et les ventes, les charges. Là, c'est le point minimum. Et c'est surtout ce problème que rencontrent les entrepreneurs. Ils remettent à demain l'enregistrement des données. Or, c'est là le véritable problème. Donc, la première des choses, c'est d'enregistrer, de se doter des outils de suivi. On a aujourd'hui des tableaux de bord. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous pouvez trouver un peu partout des outils Excel que vous pouvez bien utiliser pour pouvoir suivre votre gestion. Il y a aussi des logiciels aujourd'hui qui sont des logiciels gratuits que vous pouvez également trouver pour l'enregistrement et la facturation et les tableaux de bord. Donc, c'est le suivi, l'enregistrement et le suivi, c'est vraiment important pour mieux gérer les finances de son entreprise. Et par rapport à moi-même, ma personne, moi, entrepreneur, il y a des exigences que je dois me faire à moi-même. Bien sûr. Ces exigences, ce que vous devez faire, c'est déjà ce qu'on a dit à l'entame, c'est de ne pas confondre sa personne à l'entreprise. De se dire, soi-même en tant que promoteur, qu'on est salarié pour son entreprise. C'est comme si on était un employé pour son entreprise. Et qu'on doit se faire cette rigueur. C'est vrai que c'est pas facile quand c'est une entreprise personnelle. C'est pas facile de faire cette distinction de la personne même de l'entreprise, mais il faut forcément le faire. Et en plus, se faire former aussi quand même et se faire coacher. Si on sent qu'on n'a pas toutes les aptitudes qu'il faut, c'est important de se faire coacher. Rebecca? Oui, est-ce que la gestion financière n'est pas aussi une question d'éducation financière à la base qu'on devrait avoir en tant qu'individu, en tant que personne? C'est clair, c'est clair. La question de la gestion financière, c'est une question d'éducation. Je l'ai dit tout tantôt, il faut se faire coacher. Donc se faire coacher, c'est se faire en quelque sorte éduquer financièrement. Et on ne finit jamais d'apprendre. Il faut pas dire. C'est pas parce que j'ai été à l'école, j'ai fait les finances que forcément que je peux me lever et dire que bon, je gère tout. Mais il faut encore continuer à se former, apprendre et apprendre. Est-ce que cette gestion, ce que je voudrais dire, est-ce que cette gestion ne parle pas aussi de notre enfance, de la manière dont nous gérons l'argent que les parents nous donnaient? Est-ce que j'arrive à économiser et tout? Et ça ne parle pas de là. C'est lié? Bon, ça contribue. Je dirais que ça contribue. Si déjà un enfant
à la base à cette attitude-là de pouvoir épargner, de pouvoir un enfant qui est peut-être au CM1 ou bien au CM2, qui se cotise pour acheter de petits trucs, de bonbons qu'il revend déjà à ses camarades en classe. Il y a cette attitude-là qui suit et qui déjà, on peut sentir déjà en cet enfant la qualité de futur entrepreneur. Mais il faut ajouter que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est ça, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. D'accord. Et une autre question que je suppose que tu as fini avec tes questions. Une dernière pour la route. Est-ce qu'un entrepreneur est forcément un patron d'entreprise et vice-versa? Est-ce que quelqu'un qui est détenteur d'une entreprise est forcément un entrepreneur? Pour créer une entreprise, il faut être entrepreneur pour créer une entreprise. Déjà, à partir du moment où vous avez une idée d'entreprise, vous êtes entrepreneur. Je ne sais pas si j'ai peut-être bien compris votre question. Est-ce que le fait d'être, que j'entame tout de suite une activité fait de moi déjà un entrepreneur? Où il y a des préalables. Voilà. Ah oui, un entrepreneur, franchement, il y a des préalables. C'est pas parce que je fais une activité que j'ai tout ce qu'il faut pour être entrepreneur. Donc, il y a des prérequis et il y a des notions élémentaires, des préalables qu'il faut forcément remplir pour se dire vraiment je suis entrepreneur. C'est comme si vous me dites, ok, tu es un entrepreneur et tu as une entreprise que tu gères depuis 3 ans mais tu n'es pas formalisé. D'accord. Merci. Ça me fait penser, Rebecca, si tu permets, qu'aujourd'hui, en fait, il faut mettre un accent particulier sur la formation. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que vous rencontrez, oui, je suis entrepreneur dans tel domaine, mais en réalité, je ne connaissais rien du domaine. C'est-à-dire, je tombe juste dedans parce qu'on m'a dit, oui, ça c'est un domaine qui marche bien, et puis je me retrouve dedans juste comme ça. C'est pas normal. Même quand je suis passionnée par quelque chose, je dois aller à l'école de la chose pour apprendre. C'est ça. D'accord. Ariane Da Silva, merci. Je retiens, on parlait à l'instant donc de la gestion des finances en entreprise. Et je retiens de tout ce qui a été dit qu'il y a l'objectif de départ qu'il faut avoir, il y a la formation, il faut se faire coacher, il y a la compétence qu'il faut prioriser, surtout pour gérer la comptabilité et le quotidien, le contrôle qui devrait être quotidien. Merci beaucoup Ariane Da Silva, merci Augustin Dossou Quintoconou, merci également. Retrouver encore sur le plateau parce que Rebecca, désormais, on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut le faire venir pour donner des conseils de temps en temps à nos entrepreneurs. Je proposerais même s'il y a un entrepreneur, qu'il soit à côté. Là, voilà, pour qu'il lui pose ses problèmes et qu'il trouve en même temps la solution. Voilà. Je trouve ça très intéressant. J'espère que vous n'êtes pas pressés de nous lâcher sur le plateau parce que je vous retiens encore pour quelques minutes. Ariane Da Silva, vous aussi d'ailleurs. On installe donc Écho. Jennifer Sativi qui nous rejoint et qui me demandait si elle vient sans ses invités. Ouais. Vous venez sans vos invités. J'ai voulu que vous soyez là. Déjà, bonjour. J'ai voulu que vous soyez là parce que je sais que quand on parle d'économie, forcément, vous vous y retrouvez aussi, n'est-ce pas? Mais finalement, vous vous retrouvez dans tout, hein? Oui, ou bien économie, je dirais, je découvre et je m'y plais bien, on va dire. D'accord, c'est bien. Alors, ECHO, c'est un sigle beaucoup prononcé quand on parle finance, économie, développement d'un État, etc. Mais que signifie-t-il concrètement et dans quel contexte peut-on l'employer? Ariane Da Silva, dans Écho du jour, nous nous intéressons au produit intérieur brut, donc le PIB. Voilà. On retient quoi, Ariane Da Silva? Alors, ce que nous allons retenir, nous allons le découvrir tout à l'heure dans la petite capsule que j'ai prévue pour vous. Une très petite capsule parce que tu sais, quand il s'agit d'informer les gens, des thèmes techniques, il faut aller vraiment, pour que les gens puissent retenir. Donc, ce sera avec le professeur Albert Onlonko. Il est économiste. Regardez. Produit intérieur brut. C'est la valeur des biens et services échangés
dans une économie ou dans un pays pendant une année. Comme c'est à l'intérieur du pays, il y a aussi des nationaux, aussi bien des nationaux que des étrangers, qui produisent ces biens-là. Maintenant, pour évaluer le PIB, il y a 3 approches. La première approche, c'est que tout ce qui est produit est distribué sous forme de revenus. Lorsqu'on fait la somme de tous les revenus, de tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, on obtient le PIB. Une deuxième approche, les catégories de biens qui sont fabriqués ou bien qui sont échangés dans l'économie. Là, il y a des biens de consommation des ménages, il y a les biens qui sont consommés par les entreprises qu'on appelle les biens d'investissement, il y a les biens et services qui sont consommés par le gouvernement, et puis il y a des biens et services qui sont exportés. Mais lorsqu'on fait cette somme-là, il faut enlever tout ce qui est importé, sinon on va compter des biens qui sont produits à l'étranger comme des biens produits localement. Parce que tout ce que nous consommons, il y a tout ce qui vient de l'étranger et qui reste dedans. La troisième approche, c'est l'approche production. Là aussi, il faut faire un peu attention et ce qu'on prend généralement, c'est la valeur que chaque catégorie de producteurs ajoute. Le PIB est un indicateur très important de l'économie et c'est ce qui est souvent utilisé comme indicateur de performance d'une économie. Plus le PIB global est élevé, on dit que cette économie est performante, et plus le PIB par tête est élevé, on dit que cette économie aussi est performante. C'est pourquoi on s'intéresse à la croissance économique, qui est la croissance du PIB sur une année, et c'est ce taux de croissance-là qui détermine si les économies sont dynamiques, s'enrichissent au cours des années ou pas. Le PIB, le produit intérieur brut. Vous avez retenu quelque chose? Oui. Mais quand même 2 minutes, c'est pas beaucoup. Non, mais on comptait sur vous pour encore expliquer, nous faciliter la tâche. Non, c'était assez expressif. Non. Avec l'infographie qui va avec. Ariane Da Silva, merci. PIB, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le spécialiste en a parlé avec le français, le terre-à-terre le plus, donc ça se comprend. D'accord. Jennifer Sativi, le PIB. Tout a été dit. On va dire, mais que je dirais, plus le PIB est élevé, plus on engrange des ressources, plus c'est bon pour le pays. En tout cas, c'est ce que je peux. C'est ce que tu as retenu. Oui, c'est ce que j'ai retenu. Est-ce que vous saviez qu'on peut calculer le PIB par habitant? En bon? Oui. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, c'est possible de calculer le PIB par habitant. Okay. Et pour le faire, il faut diviser le PIB du pays par sa population totale. Tout simplement. Tout simplement. En tout cas, ça veut dire que là où vous êtes là, c'est pour représenter le PIB du PIB. Oui, quand même. Sans Rebecca, c'est qu'une bonne partie du Bénin, du PIB du Bénin est en souffrance quand même. Merci Ariane Da Silva pour ces précisions. En tout cas, on demande en même temps aux téléspectateurs qui peuvent nous laisser des préoccupations sur notre page Facebook, le rendez-vous de midi. Vous avez des propositions de thématiques, de mots que vous entendez généralement. Donc vous comprenez, vous êtes entrepreneur, mais vous ne comprenez pas forcément le sens exact de ces mots. Vous pouvez nous laisser ces mots-là sur notre compte Facebook, le rendez-vous de midi, ou sur le compte Facebook ou YouTube de l'ORTB, et nous allons nous faire un plaisir par ici d'inviter un expert pour en parler. Ariane Da Silva, merci une fois encore. Mais non, vous restez sur place. Jennifer Sativi. Aujourd'hui, nous parlons ADECO, mais nous restons beaucoup plus dans l'art. C'est bien ça? Absolument, nous restons dans l'art. Nous parlons du cinéma. Le cinéma qui est, je dirais, en pleine expansion. On voit beaucoup de productions, beaucoup de choses qui se font. Donc, nous allons en parler. Nous allons nous appesantir sur cette production de jeunes cinéastes. Permettez-moi d'installer la... Allez-y, Rebecca, je t'ai trop emballée. On installe donc ADECO.
Jennifer Sativi, on a commencé par parler, on parle aujourd'hui essentiellement de l'art et donc du cinéma, c'est bien ça? Tout à fait, et je commençais à le dire, hein, nous allons nous appesantir sur une production cinématographique réalisée par une équipe de jeunes, de très jeunes même, je dirais, il s'agit de Confidence. On va partir de là et voir un peu... Confidence pour confidence. Confidence pour confidence, en tout cas l'invité, elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Je reçois Redel Émeric Agossevi. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour Madame Jennifer. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes scénariste, vous avez travaillé sur le projet dont vous êtes le porteur. Oui, exactement. Alors, Confidence pour confidence, de quoi il s'agit? Confidence, déjà, c'est un film de la réalisatrice Clémence Rousseau. D'accord. Avec qui est dans ce studio également, à qui on passe un coucou. Exactement, c'est elle plutôt qui a eu l'idée. Elle m'en a parlé pour que je puisse scénariser l'histoire. Donc l'histoire parle d'une jeune fille qui a été reniée par ses parents à cause de la couleur de peau, de sa peau. Donc il se fait que à cause de partir au BPC, elle a besoin de prendre ses papiers administratifs. Donc, elle est retournée voir ses parents pour prendre les papiers et découvre que son père est déjà marié avec une autre femme et qu'il la traite très mal. Donc, cette rencontre lui a fait parvenir des souvenirs et qui le pousse à parler mal à son père et à poser un acte qui lui est fatal. D'accord, donc on va plus détailler. Il y a un détail là qui retient mon attention. Vous avez parlé de sa couleur de peau, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est née au sein d'une famille typiquement européenne et elle a été adoptée, c'est ça? Non, pas vraiment. Déjà, c'est que le père, c'est quelqu'un qui a de teint clair, peut-être comme moi. Et la mère aussi? La mère aussi. Et elle est née avec un teint noir? Noir, exactement. Donc le père n'a pas accepté. Il pense que sa mère, l'enfant est né d'un adultère. Oh, il n'y a rien de tout ça. Rebecca, j'ai prévu une petite capsule pour un peu voir de quoi il s'agit concrètement avec votre permission. Aujourd'hui, c'est la journée des capsules. Nous allons voir un bout de cet extrait et on va certainement revenir sur le plateau. Enuchere agbonu tan, o ma che o le da o shi. Komini da o. E da en blaze. Manowa, na ela di dinjo fide go. No to ido yin mo de bi oyin hashivi. Eno ye yan le hona medo. Neno wi do dada o. Ni amu ete kwe de gbele le. Mbeke nu go eno ye de ule te kwe kogo. Hashivi. Nimo. Dépasser ce frayant chemin, les regrets refont surface dans un doux miroir. Danse, pourquoi le Minan? Le Hadja. C'est le Hadja? Oui, les deux sont pratiquement jumeaux siamois, si vous voulez, mais c'est le Hadja. D'accord. Alors oui, on parle de Confidence. Oui. Il va nous expliquer, parce que c'était en Hadja, c'est vrai que c'est sous-titré, mais... Oui, c'est en Hadja parce que c'est pour valoriser nos langues. Et moi, je suis de Dogbo. D'accord. Évidemment, vous n'allez pas réaliser un film enfant ou en Yoruba et être marié, pardon. Donc j'ai voulu pour avoir un autre public, un public Hadja qui s'y intéresse aussi. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait un film en Hadja. Donc moi j'ai voulu le faire en Hadja. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous, dès le départ, vous saviez que vous alliez tourner en Hadja? Comment ça s'est fait? Les acteurs ont appris la langue? Pas du tout. Déjà, le film, la version du film, c'est en français. Ah d'accord. Donc après, on a fait un doublage. Donc tout le film est en français. Vous avez travaillé quand même, Ouais. Félicitations. Voilà, J'avais déjà remarqué tout à l'heure. N'est-ce pas?
on a fait le film en français, on a tourné parce qu'il n'y a pas vraiment des acteurs qui parlent la langue Adja. Donc après, avec la technologie d'aujourd'hui, on a essayé de doubler ça en Adja. Et c'est la bande-annonce seule qui est en Adja. Donc le film aussi, c'est en français. Ah, d'accord. Pourquoi ne pas chercher des acteurs, même s'ils ne sont pas acteurs du milieu, et leur enseigner le cinéma tout simplement, en même temps faire... Ça aurait été Je pense que ça va se faire, mais petitement. Il faut d'abord faire un premier pas pour voir est-ce que les gens en greffe aiment, et après on s'y met à fond. D'accord. Et justement, c'est votre premier pas, c'est votre première production, Confidence, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je pense que c'est ma première production qui sera projetée. D'accord, qui sera projetée. Et justement, ça vous a permis de voyager, je crois. Vous êtes allé à Lomé, où c'est prévu? Exactement. À Lomé, il y a eu d'autres films que nous avons projetés là-bas. C'est le film Concilié, qui a été réalisé par Fructueux Amoussou et produit par lui aussi. Donc, il y a là-bas, nous avons reçu un prix de la meilleure interprétation féminine. Ça, c'est un autre film qu'on aura peut-être la chance de le projeter également lors de la projection de Confidence. D'accord. Et Confidence, c'est vrai, vous avez tourné déjà, mais quels sont les projets? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Pour Confidence? Oui, est-ce que vous avez prévu de continuer des projections, peut-être tourner d'autres films? Oui, on a prévu faire d'autres projections, mais d'abord, il faut notifier que c'est un film d'auteur. Donc c'est plus pour les festivals. D'accord. Donc c'est pas un film commercial où on va chercher à trouver de l'argent. Non, c'est rien de tout ça. C'est un film d'auteur. Donc on vise plus les festivals. Donc après ça, on pourra faire des films quand on aura peut-être un an, je ne sais pas. Qui sait, on vous le souhaite en tout cas. Donc on va faire des films pour tout le monde, des films à gros budget. Parce que faire un film, c'est beaucoup d'argent. Justement, j'allais en venir. C'est une équipe de jeunes entièrement. Vous avez parlé de la réalisatrice qui est jeune, les acteurs également. Comment vous faites pour vous en sortir, pour produire? Parce que même si vous dites on ne paye pas les acteurs, il y a les caméras, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, ça je pense que c'est plus le management. On a une équipe de jeunes, on a notre monteur Césaire qui est également là. D'accord. Donc vous évoluez en équipe, vous faites avec les moyens de bord. On fait avec nos moyens de bord. Moi j'ai la capacité de trouver des acteurs. J'ai mon coproducteur qui a la capacité de réunir les matos nécessaires pour le faire. Donc moi mon objectif c'est quand même de mettre chaque personne à son poste pour que chacun se concentre sur son objectif pour qu'on puisse réaliser le film. Moi, je sais que c'est compliqué, c'est très difficile, mais je ne sais pas, voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire, donc que chacun se démerde. Et justement, sur le plateau de tournage, est-ce que c'est toujours facile parce que chacun a ses humeurs également, le temps, tout ça, comment vous avez géré? Et combien de temps il vous a fallu pour tourner? On a eu 2 jours de tournage. 2 jours? Oui. Pour un film de 13 minutes. Ah, quand même, hein? Et vous avez changé les décors, etc. Oui, on a changé des décors, etc. Et en parlant des acteurs, ça, il y aura toujours des sauts d'humeur, des moments où ça ne va pas passer. Donc, c'est plus la gestion humaine. Ça va parler aux gens. Donc, il faut quelqu'un, celui ou celle qui va diriger ça, doit être quelqu'un de vraiment posé dans sa tête. Ça va parler à chaque personne, que ce soit le maquilleur, que ce soit les costumiers. Ça va parler avec les acteurs. Parce que c'est eux. C'est grâce à eux, on est là. Donc, s'ils ne jouent pas bien, c'est que le film est foutu. D'accord. Et très rapidement, pour finir, les rapports entre les travailleurs, je dirais, le réalisateur, la réalisatrice, dans ce cas, et vous-même et tous les autres qui ont dû mettre la main à la pâte? Le rapport? Oui, est-ce que vous avez eu un travail en amont? Oui. Ou est-ce que c'est sur le plateau que vous vous êtes découvert? Non. D'abord, on fait des essais, on apprend à se connaître. On fait beaucoup d'essais, on travaille ensemble. Moi, mon objectif, c'est de connaître chaque personne avec son tempérament, comment il est, là où on peut le mettre pour qu'il puisse se donner à fond. D'accord. Et justement, le résultat, il est pas mal, Rebecca. Oui, et on a aussi une jeune dame avec nous en studio, Kako Afi Roland, prix de la meilleure interprétation féminine, n'est-ce pas? Tout à fait. Roland, oui, rejoignez-nous sur ce plateau, venez, vous allez rester juste au milieu de ces gentils messieurs. Voilà, trouvez-vous une place là. Alors, on parlait de Confidence. Est-ce qu'elle a joué dans le rôle, est-ce qu'elle a joué un rôle dans Confidence? Oui, Afi a été l'assistante réalisatrice. D'accord. Donc voilà, c'est son rôle. Et elle a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine. Absolument. Alors, comment ça s'est passé?
Bonjour tout le monde. Oui, Oh, bonjour. vous êtes timide? Vous pouvez vous rapprocher, on ne vous entend pas. Rapprochez-vous, parlez. Alors, bonjour tout le monde. Oui, J'espère bonjour. que vous allez bien. On va Moi, très bien. c'est Afi Roland Capo. Je suis cinéaste béninoise originaire de Saroué. De ça, oui, d'accord. Dites un mot en sarkoy, on va voir. Vous comprenez? Un petit bonjour. Nale Mifondo. Ifon Gandhi, bravo. D'accord. Alors, c'est quoi, comment est-ce qu'on arrive à incarner un autre personnage et à jouer un rôle? D'abord, c'est votre première fois? Non. Bon, en tant qu'assistante réalisatrice, oui, c'est ma première fois. Ok. Et en tant qu'actrice? Et en tant qu'actrice? Bon, j'avais déjà joué dans Black Santiago. Ah, d'accord. D'accord. Et cette fois-ci, comment est-ce que vous avez vécu ce rôle-là, au point de recevoir le prix de la meilleure interprétation féminine? Bon, le rôle que j'ai joué, c'est dans Concilier et non Confidence. Ok. Donc, j'ai joué le rôle de Samira. D'accord. C'est une jeune femme musulmane âgée de 20 ans qui vit avec son frère dans une maison de location. D'accord. Elle entretient plutôt une relation amoureuse avec un jeune chrétien. Or, son frère est contre cette relation en raison de leur différence de religion. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai joué ce rôle déjà parce que c'est une histoire que j'entends souvent. Des gens qui se séparent à cause de la différence, ou bien à cause de la religion, peut-être de l'ethnie, ou bien leur couleur de peau. Et tout. Donc, voilà. Donc, ça a été facile de vous mettre dans la peau? Ah non. Alors, comment? Vous avez des anecdotes pour nous au cours du tournage? Bon, je ne dirais pas que ça a été facile pour moi. Je ne dirais pas que ça a été difficile non plus. Parce que déjà, en tant qu'actrice, tu dois savoir interpréter un personnage, quel que soit le personnage qu'on te donne, quel que soit le rôle qu'on te donne. C'est ton job et tu le fais bien. Donc voilà. Je me suis imprégnée un peu de l'histoire. Je me dis, bon, Afi, si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Quelles seraient tes impressions? Quelle serait ton aptitude? Donc voilà. C'est comme ça que j'ai pu gérer petit à petit. D'accord, merci. Alors très rapidement, vos avis et Ariane da Silva sur Confidence. Confidence, déjà, moi, quand j'ai entendu l'histoire, ça m'a un peu touchée parce que c'est pas facile d'être rejeté par ses propres parents sous prétexte qu'on n'a pas la même couleur de peau. Ça peut faire mal, ça peut affecter psychologiquement et tout. Et l'autre chose, moi, j'admire beaucoup les acteurs parce que ce sont des gens qui essayent de rentrer dans la peau d'autres personnes. C'est pas facile de faire cet exercice et ça me rappelle l'expérience de Marie-Paul Adjé, l'ivoirienne qui a raconté quand pour la série Makiza, qu'elle a été obligée d'aller à Yopougon s'asseoir dans des bars pour observer comment les gens fonctionnent. Elle a fait pendant longtemps avant de pouvoir entrer dans le rôle. Donc franchement, c'est admirable et bravo et bon courage à vous. Monsieur Keto Konou, vos impressions, votre avis? Je dirais d'abord félicitations à l'actrice, au scénariste et à toute l'équipe qui a travaillé ce film. Ça parle de nos réalités sociologiques. C'est un film d'actualité, c'est important. C'est à travers ces films quand même qu'on arrive quand même à tirer beaucoup de leçons et à sensibiliser nos populations sur ces différents faits qui vraiment arrièrent nos sociétés. Jennifer Sativi. Oui, moi, je la félicite également. Elle va nous aider à bien voir le prix. Voilà, c'est écrit. Donc ça, le prix a été décerné à Cotonou ou à Lomé? À Lomé, d'accord. Meilleure interprétation féminine lors d'un festival, c'est bien cela. D'accord, voilà. Donc, félicitations Samira ou Afi. Et on vous souhaite bon vent, je dirais. Bon vent à toute l'équipe parce que moi, ce que j'admire particulièrement, c'est, je dirais, cette jeunesse-là, vous voyez, qui se lève, qui n'attend pas de l'argent, qui ne quémande pas et qui sort de très, très beaux produits quand même si ça manque de finition. Donc, j'espère de tout cœur que le cinéma va mieux s'emporter d'ici quelques années. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, tout le bien qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, félicitations
à vous, Capo Afi Roland, pour votre prix. Félicitations également à Émeric, à Gossevi, c'est bien ça. Beaucoup de courage, mes collègues disaient, et à toute l'équipe, à la réalisatrice, à tous les acteurs, au groupe technique, tous ceux qui ont quand même contribué à ce que Confidence soit une actualité. Beaucoup de courage, franchement, vous en aurez besoin. En tout cas, merci à vous aussi, chers amis. Oui, que la projection se fera à l'espace Negro Palace qui a oh là là, et c'est le 30 novembre. Publicité ici, pas de publicité ici. Merci. Merci à vous, chers amis. Merci. Merci. S'il n'avait pas accepté, on ne serait pas là. C'est clair. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. Retrouvez Yasmine Damata. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, retrouvez Ghislaine Adimi pour le JT de 13h. Bye bye.